Bonjour à tous. Bonjour à tous. Une Française et une Suisse qui ont choisi la liberté totale, pas de boss, pas de bureau, pas de réveil. On a tout plaqué pour vivre de nos business à Bangkok et on a vite compris que la liberté, c'est pas que du soleil et des smoothies. Bienvenue dans notre podcast Bangkok sans filtre, l'envers du business au féminin. Le podcast où on parle vrai et sans filtre de la vie d'entrepreneuse. Je suis Elodie, coach business en ligne et j'accompagne les femmes salariées à lancer leur business en ligne sans quitter leur job. Et moi, c'est Julia, je suis créatrice de voyages sur mesure et je suis aussi coach à l'Académie Freedom, la première académie francophone pour créer des créateurs de voyages sur mesure comme moi. On a créé ce podcast ensemble parce que on en avait marre des histoires parfaites et des je suis millionnaire en 6 mois. On veut juste partager le vrai, les galères, les doutes, les victoires, les stratégies qui marchent vraiment et surtout comment on fait pour se soutenir mutuellement en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on ne va pas vous sortir le CV classique, on va se poser les vraies questions qu'on ne pose presque jamais en public. Et on va tout vous raconter sans filtre. Accrochez-vous, ça va être honnête et sans filtre. Allez, let's go! Ok Julia, dis-moi le premier moment où tu as envisagé une autre vie, c'était quand? Alors, le premier moment où vraiment je me suis dit surtout que je passais à côté de ma vie, ça a été le jour où on m'a diagnostiqué des crises d'épilepsie, par la suite qui était due à une tumeur cérébrale. J'avais 22-23 ans. Je me suis pas dit à ce moment-là que j'envisageais une autre vie, mais je pense que comme tout entrepreneur, et je pense que toi c'est un peu pareil, t'as eu un électrochoc, voilà, exactement, le déclic. Et en fait, ça a été vraiment à ce moment-là où je suivais vraiment le troupeau depuis des années en études. J'ai fait du droit, comme toi. Sur la même branche. Voilà, c'est ça. J'ai passé après le bac S, parce que j'avais le bac L. J'ai fait après 4 ans de bio. J'ai fait de l'urbain. Enfin bref, un gros parcours. Et en fait, je me suis rendu compte en plein milieu des études, pendant la bio, avec cette tumeur, que c'était pas du tout la vie que je voulais, en fait. Je voulais plus. En fait, c'est même pas que je voulais plus, c'est que je voulais pas ça. Je voulais pas être salariée, je voulais pas. En fait, ça m'angoissait rien que l'idée de me dire je vais avoir un travail où je vais devoir aller 5 jours dans la semaine, me lever tôt tous les matins, attendre mes congés pour partir en vacances. C'est vraiment le truc qui me faisait extrêmement flipper, c'est de me dire que j'aurais que quelques congés. Surtout que quand tu fais, du coup, j'ai fait 9 ans d'études, t'as 4 mois de grandes vacances dans l'année. Mais du coup, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas avoir cette vie-là jusqu'à ma retraite. Donc, ce moment où j'ai frôlé la mort, là, je me suis dit, ok, faut que je fasse quelque chose. Monter mon truc. En fait, j'étais tellement, tu sais, j'avais tellement de croyances limitantes en moi que jamais je me serais dit, vas-y, je vais devenir entrepreneur, je vais monter une boîte, etc. Enfin, tout ça, c'était du fantasme. Surtout, je sais pas, toi, si tu viens d'une famille de salariés. Oui, totalement. Moi aussi. Salarié. Il y a certaines personnes qui ont leur boîte, mais presque des salariés, ouais. En tout cas, pas ce type-là d'entrepreneuriat où tu pars de rien et tu te montes sur les réseaux sociaux. Surtout, ouais. Bah moi, c'est pareil. Que des salariés depuis des générations. Donc forcément, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était réservé à une élite, à des personnes qui avaient déjà le réseau, à des personnes voilà qui étaient déjà dedans. Ce jour-là, je me suis vraiment dit, faut que je bouge mes fesses et que je kiffe ma vie. En fait, c'était même pas entreprendre, tu vois, c'était juste, je dois kiffer ma vie. Parce que là, en fait, je la kiffe pas du tout. Après, let's go petit à petit, mais ça s'est pas fait tout de suite parce que j'ai quand même continué les études parce que je savais juste pas quoi faire, en fait. Et c'est quand j'ai rencontré Adrien, il a commencé à monter sa boîte de marketing avec son frère. Et moi, dans la foulée, je me suis aussi fait former pour devenir entrepreneur étudiante à l'époque. Et c'est là que je me suis dit, allez, j'aime les voyages, machin, tout ça, et que j'ai découvert tout ça. Bah ouais, ça a pris du temps. Il y a toujours cette phrase aussi, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je pense qu'il y a un peu cette prise de conscience, tous un peu un âge différent, mais il y a toute cette prise de conscience au bout d'un moment quand tu te retrouves pas dans le modèle de vie que tu vis, parce que soit on te l'a imposé, soit finalement bah, tu suis un peu le troupeau. Et tu as cette prise de conscience, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. C'est ça. Et que tu as vraiment envie de te dire, ben vas-y, let's go. Quitte à ne pas aimer ce que je suis en train de faire, autant tenter le tout pour le tout. Ouais, c'est ça. Ouais, non, au bout d'un moment, quand tu frôles la mort, tu te dis, ouais, non, en fait, non, je peux pas. Ah bah justement, Elodie, donc c'était quoi ta réalité avant l'entrepreneuriat? Ma réalité avant l'entrepreneuriat, c'était en droit. Je suis aussi juriste, mais j'ai fait 7 années d'études de droit. Donc le schéma un peu typique collège, université, après on cherche des places de stage, etc. Et j'étais concentrée uniquement là-dedans. Dans ma tête, j'étais très carriériste. Pour moi, j'allais devenir procureur. C'était mon but. Il y a quelques années, j'avais que ça en tête. En fait, c'était un peu ça la réalité. C'était travailler pour avoir un bon job plus tard, pour avoir cette sécurité-là, avoir une bonne retraite. Un petit peu cette sécurité suisse. Peut-être qu'en France, c'est la même chose. C'est ça, je pense que finalement, dans chaque pays, c'est un peu la même chose. Mais bah, c'était pas à tort parce que j'adorais le droit. J'adorais ce que j'apprenais, mais c'était pas forcément quelque chose où je m'épanouissais, où je me retrouvais vraiment. Je sentais que mon potentiel, il était pas pleinement exploité. J'ai l'impression que j'allais pas être assez douée dans ce domaine-là
et qu'il y a quelque chose d'autre qui était fait pour moi. Et pendant mes études, je suis partie en Allemagne, du coup, pour faire mon master à Hambourg. Et c'est là, c'est aussi que j'ai rencontré mon chéri. Comme j'étais jamais trop sortie de ma petite campagne, de ma petite Suisse, j'avais que ce schéma-là de études, travail, carrière, etc. Et quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai découvert plein de cultures différentes, plein de personnes différentes, plein de manières de vivre différentes. L'Allemagne, en fait, qui m'a donné le déclic où je me suis dit, je veux plus dans la vie, pas me cantonner à un seul profil, j'ai envie d'être plein de choses à la fois, mais quelque chose que je décide. Et c'est un petit peu là où j'ai eu ce switch dans la tête. Et après, j'ai aussi rencontré mon chéri. Il a toujours été entrepreneur dans l'âme. Le mien, c'est exactement pareil. Je pense que toi aussi, t'as un peu poussé vers ce schéma, non? Totalement, parce que quand on s'est rencontrés, il m'a dit dans 2 mois, moi je pars à Dubaï, j'ai envie de m'installer là-bas et j'ai envie de trouver un job et on verra ce qui va se passer. Et moi, dans ma tête, j'étais encore, je vais rentrer en Suisse, faire mon barreau d'avocat, etc. Et petit à petit, cette vision de la vie qui est venue à travers lui, que c'était possible de prendre un autre chemin. C'est là, en fait, qu'est née cette idée de vas-y, let's go. On tente. Je suis encore aux études, j'ai encore une année d'études. Je tente de faire quelque chose à côté. Plus de ça, on voulait tous les deux partir voyager. Et on s'est dit, vas-y, quitte à partir voyager quelques mois, autant faire de l'argent à côté. Et c'est de là, en fait, qu'est partie cette idée d'entrepreneuriat. Vraiment de l'Allemagne et d'une rencontre. Après, c'est souvent comme ça, justement. Moi, c'est pareil. Quand j'étais dans mon petit bled à Valenciennes, je suis nordiste, clairement, j'avais aussi qu'un seul schéma parce que tout le monde autour de moi était comme ça. Et en fait, c'est quand je suis partie déjà, où là, j'ai commencé à fréquenter des entrepreneurs et j'ai commencé à avoir un petit peu des entrepreneurs, des jeunes, tu vois, des jeunes entrepreneurs qui popaient naturellement dans mon entourage. Et c'est là que je me suis dit, ils ont réussi. Enfin, tu sais, c'était, oui, voilà, c'était pas des fils d'eux. Il y en avait évidemment. Il y avait déjà des fils d'entrepreneurs qui savaient qu'ils allaient être entrepreneurs comme leurs parents, mais il y avait aussi des amis à moi qui sont devenus entrepreneurs comme nous. Alors que exactement, et qui aujourd'hui par exemple j'en connais un, ça faisait déjà 5 ans qu'il faisait ça, aujourd'hui il fait des millions, et à l'époque il s'approchait déjà du million quand je l'ai rencontré, et moi je me disais c'est fou, mais tu te dis waouh, en fait je peux faire autrement, ça t'ouvre tellement ton esprit, et en fait même toi finalement toutes les barrières que tu te mettais sans t'en rendre compte, tu vas les effacer au fur et à mesure juste avec ton entourage qui change et en voyant que d'autres personnes y arrivent. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'entourage c'est très important, je trouve. Ça fait toute la différence. Moi, si j'avais pas eu l'entourage que j'ai eu à l'époque, on serait pas là aujourd'hui. C'était ta crainte d'annoncer à ton entourage que tu te lançais ou pas forcément? Non, au contraire, j'étais ultra excitée parce que en fait, quand j'étais au Havre, j'étais littéralement en train de mourir d'ennui. Et en fait, je partais vraiment en urbanisme pour avoir cette fameuse sécurité. Je me souviens, mon copain Adrien, à l'époque, il me voyait, je rentrais, mais j'étais blanche, j'avais aucune motivation, j'avais rien du tout. Et quand j'ai eu ce projet, quand j'ai enfin de développer les créations de voyages sur mesure, etc., que j'ai créé en Prudence, ça m'a redonné de la force. Et j'avais trop hâte d'en parler à tout le monde. J'avais peur, c'est sûr. Ouais. J'avais peur surtout c'était d'en parler à ma mère. Parce que comme c'est elle qui m'a toujours dit, il faut que tu trouves un job, tu sois salarié, machin et tout. Ouais, exactement. Elle, j'avais vraiment, tu vois pas. Et en fait, j'avais peur pour rien parce que ça a été la première à me soutenir. Elle comprenait rien de ce que je faisais, mais elle m'a soutenue direct. Par contre, dans le master, j'ai eu beaucoup de moqueries. Beaucoup de gens qui n'y croyaient absolument pas, justement, comme moi avant, qui me disaient, lol, elle est marrante avec ses petits voyages, l'autre. Mais ça m'a donné aussi de la force. Ouais. Pour me dire, vous verrez dans quelques années où j'en suis. Finalement, tu vois où t'en es. Exactement. C'est ça. C'est vrai que, contrairement à ce que tu as pu vivre, on s'est toujours dit aussi avec Alex qu'on avait de la chance d'avoir démarré l'entrepreneuriat quand on était déjà en fait à Bangkok. Parce qu'on était loin un petit peu de cette foule, de cette pression, de quand je vais aller en ville, je vais croiser du monde qui vont dire tiens, elle avec ses vidéos, elle rêve un petit peu trop grand, tu vois, le truc de elle rêve trop grand. Et c'est vrai que je sais pas comment tu t'es sentie toi aussi au départ en postant ta première vidéo. Il m'a fallu 2 semaines pour poster ma première photo. Je viens d'une petite campagne, donc en fait de poster déjà en Suisse. En France, c'est un peu plus connu de se lancer, de peut-être poster, mais peut-être pas dans ta campagne, mais en Suisse, à part une personne dans ma région qui le fait, c'était une des plus grandes peurs que j'avais. Et après, tu te rends compte, c'est que si tu as envie d'être entrepreneur, c'est même si t'as pas envie de le faire, tu fais ce qui est nécessaire. Alors maintenant, je commence à être sur les réseaux, mais après ça fait 4 ans. Mais pendant longtemps, j'ai été très très peu sur les réseaux. C'est pareil, je suis absolument pas à l'aise avec les réseaux. Moi aussi, je dois recommencer 1 milliard de fois les vidéos avant de la poster. Beaucoup de travail à faire là-dessus. Et pendant on va dire presque les 3 premières années, donc ça fait même pas, on va dire 1 an où je suis vraiment sur les réseaux, j'ai évité à tout prix en fait. C'était vraiment très, très désagréable. Et en France, c'est quand même bizarre. T'as des réflexions, c'est pas agréable. Ici, c'est vrai que c'est plus simple.
Exactement. Ici, tout le monde fait pareil. Ouais, bah voilà, comme dans ce café ici. C'est-à-dire, les personnes qui venaient d'Europe et puis qui sont là pour gagner ton argent, chacun a son business. D'un moment, t'as pas le choix. Puis le pire, c'est de se battre un petit peu contre toi-même, contre ton esprit. Je sais pas, toi, c'était quoi le plus gros frein avant de te lancer? Investir de l'argent, moi, c'est ça qui me faisait peur. Comme beaucoup de gens, je pense, ça a été vraiment mon plus gros frein. Pour le coup, moi, je viens vraiment, j'ai une histoire assez triste, on va dire, avec l'argent. Nous, on a énormément manqué quand j'étais gamine. En fait, j'ai vu ce que ça faisait aussi de pas avoir d'argent, de vraiment compter le centime. Moi, c'était vraiment parce que nous, on investit énormément d'argent. Mon copain m'a poussé dès le départ à investir mon argent pour scaler dans le business. Déjà pour monter, oui, t'es obligé. Aujourd'hui, l'utopie de croire que tu vas monter un business sans investir, ça n'existe pas en fait. Même si t'as pas de locaux, rien que pour le marketing, tu dois investir dans les pubs sur Insta. Ouais, mais les formations, moi j'ai investi direct dans une formation en me lançant. J'ai investi tout de suite pour me former en tant qu'entrepreneur. Parce que comme j'avais zéro base, il me fallait au moins un truc, tu vois. Une direction. Et aujourd'hui, avec Adrien et Alex, pas ton Alex du coup, le mien, mon beau-frère, on investit en permanence dans des formations. Donc nous, on a notre formation, mais nous-mêmes, on est des gros consommateurs de formations. Après, il faut choisir les bonnes formations, évidemment. Ça permet énormément de scaler et ça permet d'en apprendre énormément, de créer ton réseau aussi. C'est en faisant d'autres formations que j'ai élargi mon réseau d'entrepreneurs et que j'ai rencontré plein de gens super intéressants. Tu vois, ça, au début, ce truc de j'ai investi de l'argent, waouh, ça c'était très dur. Est-ce que tu te sentais à ta place avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? À l'époque, j'aurais dit oui. J'étais une petite étudiante, je m'amusais, je faisais la fête, je faisais mes cours. La vie est simple. La vie est simple, tu te sens dans un petit cocon protecteur, tu sais. Mais en fait, maintenant, quand j'y pense avec du recul, je me rends compte que c'était absolument pas ma place. Et que, ouais, aujourd'hui, j'assume beaucoup plus qui je suis. J'assume beaucoup plus mes idées. J'ai plus peur de dire ce que je pense qu'à l'époque, non, en fait, j'aurais jamais osé m'exprimer comme je m'exprime aujourd'hui. Et après, alors dis-moi si toi c'est pareil, mais le fait aussi de vivre à Bangkok, je trouve que ça nous permet de plus être qui nous sommes, même en tant que filles, dans le sens où rien que dans notre façon de nous habiller, on a moins peur, tu sais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression. Et je pense aussi le fait que ça soit tellement aussi une grande ville, t'arrives à être qui tu veux. Il y a un petit peu ce truc que tout le monde s'en fiche de la vie de tout le monde. Quand tu veux, tu fais ce que tu veux sans que tu aies des comptes à rendre à personne. Il y a ce truc de tu fais ce que tu veux. Exactement. Et la liberté, je trouve. La liberté un peu plus que quand tu vis dans la ville d'où tu viens, où tout le monde capiate sur le dos de tout le monde connaît la vie de tout le monde. C'est ça, exactement. Tu viens aussi de la campagne, donc c'est ça. Exactement. Pas une ville, oui. Valenciennes, c'est une ville. Alors, c'est une petite ville, mais c'est une ville quand même. Petite info, je te l'avais dit la dernière fois, mais raison de plus du fait que je me sens vraiment à ma place ici, c'est que Valenciennes a été élue la ville avec le plus d'agressions en France. Donc, clairement, on se sent mieux ici. Super intéressant comme question, ça. Je suis contente de te la poser. Qu'est-ce qui t'a retenu le plus longtemps à te lancer, en fait, par rapport à ton parcours? Contrairement à toi c'était plutôt l'argent. Moi, c'est le regard des autres. Direct, c'était le regard des autres. J'ai déjà mis plus d'1 mois et demi, 2 mois avant d'en parler à mon entourage proche. Que je m'étais lancée, j'étais déjà en formation, on n'avait pas encore commencé à poster, mais j'étais déjà en formation, donc j'ai démarré community manager. J'étais pas du tout dans cette branche-là avant. Quand on voulait partir voyager, puis partir un peu à l'aventure, il a fallu trouver comment se lancer, comment faire de l'argent, et j'ai vu passer une pub finalement. Et bien sûr, je me suis lancée, pas dans la meilleure des formations, mais voilà, ça en fera un autre sujet, si jamais les formations attrape-nigo. Ouais, c'était le regard des autres. J'ai eu très peur aussi de ce que mon entourage allait penser, et pourtant, ça a été les tout premiers à me soutenir, et même encore maintenant, à me dire à chaque fois qu'ils sont fiers de moi, que je fais les choses justes, etc. Que de toute façon, si quelqu'un devait y arriver, c'était moi. Mais c'est le regard des autres. Mais en fait, ça m'a bloquée depuis toujours, depuis que je suis petite. Je pense que je le sais, alors personne n'a émis de diagnostic là-dessus. J'ai jamais été la fille, on va dire, plus jeune, la plus populaire, celle qui s'habillait le mieux. Plus petite, ça m'a toujours mis hyper mal à l'aise. Peut-être que je mettais mes blocages moi-même, peut-être qu'il y avait rien d'extérieur qui existait. C'était quelque chose qui était très compliqué pour moi avant. Et déjà, le fait de lancer son business, mais en plus de poster sur les réseaux, moi, j'avais mon compte perso, il a 6 photos. Je postais jamais, c'était 2 stories par année. C'était vraiment de se montrer, et puis le fait de pas avoir de compétences. C'était pas comme si je lançais mon business en droit et puis j'avais quand même des compétences de ce que je racontais. Là, j'étais dans un domaine, même la photo, c'est quelque chose, j'avais jamais été douée pour ça ou quoi que ce soit. Et il y avait toujours ce truc de regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et c'était ça vraiment qui me bloquait. Comme je te disais, j'ai mis 2 semaines avant de publier ma première photo. Et je pense que la première photo, puis maintenant quand je la regarde, je me dis, mais elle prendrait 10 secondes à la faire. Je suis retournée 2 fois dans le même café.
pour refaire la photo parce que j'étais pas satisfaite. Alors maintenant, aujourd'hui, ça me passe beaucoup plus au-dessus. Plus on fait, plus on arrive à être à l'aise. Et puis après, c'est un petit peu ce que j'essaye d'enseigner aussi à mes élèves, c'est que si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie de vivre de ton business, parfois tu fais pas des choses qui sont agréables, mais des choses qui sont nécessaires. Et au bout d'un moment, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'est plus cher? Est-ce que c'est de vivre ma vie de rêve, de pouvoir vivre d'où je veux, de voyager quand je veux et de quand même gagner mon argent? Ou est-ce que finalement, je préfère pas rester dans ma petite campagne à faire un travail qui me correspond peut-être pas par peur des autres? Puis là, tu te dis, mais vas-y, let's go. Tu restes dans le confort, en fait, quand tu fais ça. Donc forcément, après, le passage à l'action, ce truc de se dire que oui, qu'est-ce que je veux vraiment, et d'oser, et des fois faire des trucs en effet qui te mettent très mal à l'aise, qui sont très difficiles, des fois c'est nécessaire pour avoir la vie que tu rêves. Et tout le monde passe par là, tous les grands entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui, qui sont des fois certains très à l'aise devant la caméra, etc., ils ont eu tous leurs croyances, on passe tous par le même peur. La chose qui fait qu'on y arrive aujourd'hui et qu'on a cette vie, c'est qu'on s'est donné les moyens. On est passé au-dessus de ça. C'est ça. Et ça, c'est plus compliqué et c'est psychologique. C'est que de la psychologie. C'est que psychologique, ouais. C'est que du mindset. Je dis le regard des autres, mais en fait, mon pire ennemi, c'est pas les autres, c'est moi-même. C'est te battre chaque jour contre toi-même, contre ta tête qui te dit que t'es pas suffisante, qui te dit que ce que tu fais, c'est pas assez, etc. Puis en plus de ça, avec les réseaux, tu te compares. Et je dis le regard des autres, mais en fait, je me rends compte plus j'avance que plus c'est en fait juste moi-même qui me juge parfois. C'est vrai que c'est dur de s'entraîner, d'entraîner sa tête à se dire, je mérite de gagner mon argent en ligne, je mérite tout ça. C'est ça qui est le plus dur, puis ce qui m'a bloqué au départ. Après, pour ça, tu peux faire des exercices. Moi, j'en fais plein. Moi aussi, j'en fais plein. Maintenant, j'en fais plus, j'ai un peu la flemme, puis maintenant, ça va mieux. Et puis, quand j'ai un coup de mou, j'ai Adrien qui me rebooste. Mais sinon, ouais, les exercices de pensée positive, ce genre de trucs, mais ça marche trop bien. Hein. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'avais pas ces machins-là avant. Je suis très cartésienne à la base, donc forcément, tous ces trucs, je me disais non, ça marchera pas. Et en fait, si, ça fonctionne. Un truc qui m'a énormément aidé, bon, alors tu me diras méditation, journaling, trucs positifs, mais après, ça m'aidait, mais c'était pas le truc. Je me suis mise récemment à écouter des podcasts sur le stoïcisme et je trouve ça hyper intéressant avec David Laroche. Je sais pas si tu connais. Incroyable, hyper inspirant. En fait, juste de t'entraîner, de te dire chaque matin, t'écoutes, tu fais, etc. Alors bon, maintenant, je fais un petit peu moins parce que, ça dépend par période, mais juste de trouver une routine qui t'aide et puis qui te fait avancer, peu importe la peur que t'as. On parlait avant de ta vie d'avant, avec tout ce que t'as vécu. Tu crois que c'est Julien d'il y a 4 ans maintenant, il y aurait cru, de se retrouver dans un café, à faire un podcast, à gagner sa vie grâce à son business? Absolument pas. Alors déjà, être entrepreneur, j'y croyais zéro. Enfin, en fait, non, c'est même pas que j'y croyais zéro. C'est que ça ne m'était jamais passé par la tête tellement que c'était impossible. Tu imagines quand même le mindset pourri que j'avais à l'époque. Non, j'aurais jamais cru. Et en plus, aujourd'hui, tu vois, je gagne super bien ma vie, bien plus que tout ce que j'aurais pu espérer de réel, tu vois. Depuis que je suis toute petite. En plus, mon métier, c'est un peu de voyager. Dès que je voyage, en fait, je bosse en quelque sorte. En faire mon métier, pour moi, c'était utopique à souhait. Vraiment, c'est trop beau pour être vrai. Mais oui, ou alors, fallait être influenceuse ou un truc comme ça. Et moi, influenceuse, mais jamais de la vie, en fait. Genre, je peux pas. Déjà que j'ai un peu du mal avec les réseaux, alors là, pour moi, c'est... Peut-être que dans quelques années, je serai influenceuse et que, tu vois, je me dirais, ah ouais, comme je disais, c'est ça, peut-être, hein. Tu sais. Mais exactement. Mais pour le moment, je pensais vraiment qu'il y avait vécu en étant influenceur qu'on pouvait avoir le genre de vie que j'ai aujourd'hui. Là, par exemple, truc tout bête, mais pour moi, c'est un goal quand même. C'est que là, quand on est rentré en France pour aller en Laponie, on a fait un petit saut en France pour aller directement en Laponie, on est revenu en business class. Ouais. J'aurais jamais cru ça il y a quelques années. J'ai vu qu'il y avait la business class, j'ai fait vas-y, on prend. Et tu vois, rien que ça, c'est il y a quelques années, mais jamais j'aurais cru ça possible. Ou alors pour moi, c'est les millionnaires qui pouvaient se permettre d'être en business class, tu vois. Ou alors tu te dis, ça pourrait être possible, mais peut-être dans 10-20 ans. Exactement. Pas dans 5 ans. Et en fait, l'entrepreneuriat a des choses qui vont tellement vite parfois, où tu te dis que j'accomplis en 6 mois, une année, c'est ce que j'aurais peut-être accompli en 3-4 ans. C'est vraiment ça. Ouais, je me serais dit peut-être un jour je pourrais prendre une business class, je sais pas moi comment ou pourquoi, mais pas dans ces conditions-là. Pas comme ça. C'est un bon job de salariat. Voilà, exactement. Si j'ai monté en échelon ou parce que l'entreprise paye, tu sais, des fois il y a ce truc-là. Mais exactement. Que non, franchement, c'est un rêve qui se réalise. Même mon appart que j'ai aujourd'hui, c'est waouh. Genre, moi j'ai toujours rêvé de vivre en appart. C'est mon délire. Et que là, l'appart, pareil. Si je disais ça à mon mois d'avant, elle me croirait pas. Tout simplement. Ouais, sûr. Qu'est-ce que tu risquais concrètement en changeant de vie? Ouais, c'est une bonne question. Vraiment, parce que là, on a parlé de tes peurs par rapport au regard des autres, mais en soi, tu risques rien. Donc, qu'est-ce que tu risques vraiment?
pour de vrai? C'est une bonne question, parce que je dirais qu'il n'y a pas une seule chose. La première chose qui me vient en tête, ce serait de perdre un peu ma famille. Comme il y a un peu ce but de voyager à l'année, de pas être présent constamment, je suis quelqu'un qui est très famille. Très famille, on fait tout le temps des choses ensemble. J'ai eu un peu cette culpabilité-là, je dis perdre ma famille, pas forcément parce que je les vois, ils viennent me voir, etc. Mais le fait de pas être tout le temps être présent. J'ai perdu mon papa quand j'étais plus jeune. Je pense que si peut-être il était encore là, j'aurais moins cette culpabilité-là, par exemple de laisser ma maman seule, même si ça se passe très bien, elle est hyper entourée et tout. Risquer de perdre, c'est un peu la famille, ou peut-être c'est pas de perdre, mais plus cette culpabilité-là de plus être présente. Et est-ce que tu le ressens aujourd'hui? Beaucoup moins qu'avant, surtout que maintenant, on va dire que le business avance. Je sais que tu peux rentrer, que ça se passe bien, qu'ils peuvent venir te voir. Enfin, ils sont venus 2 fois me voir en une année. Enfin, la première chose, ce serait peut-être ce lien avec ma famille qui est hyper important pour moi. La deuxième chose, le risque concrètement, je risquais de perdre, c'était mon rêve de devenir avocate. Ça a toujours été le rêve à mon papa de devenir avocat. Il a toujours dit, il n'était pas dans cette branche, mais si je gagnais à la loterie, je démissionne le lendemain et je me lance dans les études de droit. Et j'avais un peu l'impression, enfin, j'adorais le droit, ça me correspondait bien. Mais j'ai l'impression un petit peu de faire défaut à son rêve, de regretter un petit peu de ne pas avoir continué jusqu'au bout. Est-ce que tu crois pas plutôt qu'il serait heureux de te voir épanouie maintenant? Je sais, je me rends compte maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, il y avait toutes les prochaines années qui étaient prévues et je me suis dit, en fait, j'abandonne tout ça et j'avais tellement peur de prendre la mauvaise décision parce que c'était le bon chemin, c'était le bon job, etc. Et il y avait un peu ce risque j'ai l'impression que je vais tout planter, alors qu'en fait, c'était la bonne chose à faire. Et en fait, non, parce que tu te rends compte, peu importe qui tu es, ils seront toujours plus contents, plus fiers quand tu es toi-même, quand tu te retrouves dans ce que tu fais. Quand tu dis cette chose, qu'est-ce que tu risquais concrètement de perdre, c'était plus un mode de vie, on va dire, ou un but de vie qui était là depuis mes 20 premières années, on va dire. Comme chose à perdre, quoi. Enfin, c'est lourd, quoi, ce que tu avais à perdre pour toi, je veux dire. En même temps, c'était plus dans ma tête. C'était pas risque de perdre, genre je vais perdre de l'argent, exactement une maison. C'était plus un but de vie qui était là depuis tant d'années et que je voulais vraiment aboutir. Que finalement, j'ai pas laissé tomber parce que je suis partie dans une autre direction qui me correspondait plus. Mais c'était un peu ce truc compliqué à risquer, on va dire. Et maintenant, je comprends pourquoi t'as mis du temps aussi à le dire à ta famille. Ouais. Parce que forcément, quand tu le dis pas, les choses restent les mêmes et tu peux encore profiter un peu du passé, j'ai envie de dire, tu vois, en mode c'est toujours la même chose. Puis au bout d'un moment, quand il faut le dire, d'ailleurs, à l'Académie Freedom, c'est un des trucs qu'on apprend, c'est à pitcher son projet, tu sais, à en parler à ses proches, etc. Parce que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment après le passage à l'action de se dire on devient entrepreneur. C'est le deuxième passage où en fait ça te permet à toi de rendre la chose concrète. Et ça, c'est très compliqué. Moi, des fois, j'ai des élèves qui ont beaucoup de mal. On est à fond derrière, tu vois, on essaie vraiment de voir comment ils pitchent, etc. Parce que comme pour toi, tu vois, genre ils ont du mal à le dire et surtout oui, à formaliser. Ouais. Et surtout, en fait, ils ont, comme toi, ils ont peur du jugement, qu'on les rejette ou tu sais que ça se passe mal. Alors que vraiment 100% des cas de mes élèves, on en a accompagné 300 quand même, ça s'est bien passé. Mais vraiment 100% des cas, quoi. Donc c'est vraiment que psychologique, quoi. C'est ça, donc si tu écoutes ça aujourd'hui, n'aie pas peur d'en parler et de te lancer vraiment, parce que ce qui t'attend de l'autre côté, c'est encore mieux que ce que tu peux espérer. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Et puis les gens qui émettent des doutes, c'est pas contre toi, c'est contre leur propre peur à eux. Mais par contre, je trouve que autant de ton côté que mon côté, j'appelle pas ça de la chance parce que je trouve ça normal avec l'entourage qui soutient. Mais combien d'élèves j'ai eu qui m'ont dit que c'est très dur parce qu'une amie ou deux comme ça les soutient, mais les parents pas du tout, ne croient pas, etc. Et ça, je pense que ça doit être une pression, mais encore plus énorme de se dire, en fait, si je rate, si je rate, il n'y a pas d'échec finalement parce que tu auras tenté, mais dans le sens où il y a encore plus cette pression, il faut que j'y arrive. C'est un peu ça. Et moi, j'en ai quelques-uns où la famille proche, elle n'est pas très proche, justement. Et dans ces cas-là, en fait, ce que je dis à ces élèves, c'est surtout, le plus important, c'est déjà de se rapprocher des personnes d'autres, par exemple, les amis, le cousin, la tante ou quoi qui les soutient. Et surtout aussi, la communauté, vu que maintenant on est 300, on est quand même partout en France et même dans le monde. Donc très souvent, moi j'ai des élèves qui vont coworker ensemble, tu vois. Et si pas, essayer de se rapprocher de cafés d'entrepreneurs, tu vois. Se bâtir un cercle un petit voilà. peu de confiance. Et ça c'est vraiment, et encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, mais l'entourage c'est extrêmement important au début. Il faut un entourage sain. Donc ça, ouais, je leur dis, c'est extrêmement important parce que le côté négatif, faut vraiment le gommer. Et ça, je pense que ça peut être notre meilleur conseil si vous débutez dans l'entrepreneuriat. C'est d'avoir un bon entourage, de se créer son entourage, quitte des fois à mettre de la distance avec certaines personnes et après à revenir par la suite. Moi, quand je te disais tout à l'heure, les gens en master qui se moquaient de moi,
Des années plus tard, c'est eux qui sont venus me demander des voyages. Voilà, ils ont changé leur opinion sur moi, ils ont vu que ça fonctionnait, que c'était un vrai métier. Et du coup, j'ai fait partir leur famille. Et toi, à l'inverse, du coup, on te demandait qu'est-ce que tu risquais concrètement en changeant de vie. Toi, qu'est-ce que tu risquais en restant dans ta vie? De perdre ma santé. Franchement, de devenir un zombie. Genre, je pense que j'ai frôlé un peu le burn-out à la fin de mes études. Ouais, alors je sais pas si on peut parler de burn-out parce que tout le monde utilise de travers ce mot. Mais en tout cas, ouais, j'étais down, down, down. Pour le coup, on va dire que j'ai eu une expérience dans le salariat qui m'a vaccinée contre le salariat. J'ai quand même appris beaucoup de choses dans cette alternance en termes de business, je veux dire. Ça m'a beaucoup apporté au niveau de la vente et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste vraiment le côté salarié, ça m'aurait détruit. Vraiment, je revenais, j'étais dans un état, mais des fois je pleurais. Il y a une fois, j'ai éclaté en sanglots au taf. Donc c'est pour ça que je te dis, je sais pas si c'est du burn-out, mais en tout cas, pour moi, ça se rapproche. Donc ouais, beaucoup de choses à perdre, ouais. Tu as besoin de partir. Parlons un peu plus entrepreneuriat maintenant. Ouais, on idéalise donc beaucoup l'entrepreneuriat, forcément. C'est quoi la réalité pour toi? La réalité qui a été au départ, donc j'étais en Allemagne quand je me suis lancée, d'être très seule face au reste. Je sais pas comment c'était chez toi, mais du coup, bon, j'en avais pas encore forcément parlé à mon entourage. En plus de ça, j'étais un petit peu loin d'eux. J'avais des copains en Allemagne qui forcément s'intéressaient pas à ce que je faisais. Donc ouais, un peu la solitude. Un peu la solitude. Après, j'ai Alex, mon chéri, qui croit en moi plus que ce qu'il m'aime. Et pour ça, sans lui, je pense que j'aurais déjà abandonné 15 fois. Il parle pas français. Ce qui fait qu'il pouvait me soutenir, mais pas forcément m'aider dans la partie business. Un peu cette solitude-là du côté business, ouais. Vraiment de cette réalité. Et toi, c'était comment ta réalité? Moi, pour le coup, la solitude, je l'ai pas du tout sentie parce que j'ai capté qu'il fallait que je m'entoure vite, tu vois, d'entrepreneurs. Ça a été mon erreur, je pense. Ouais, mais c'est souvent l'erreur. C'est pour ça que vraiment, je le dis à tous mes élèves, entourez-vous, entourez-vous. Je les force à intégrer des clubs s'ils ont vraiment personne autour d'eux parce que même si c'est des petits entrepreneurs, même si c'est des débutants ou quoi, on est tous dans le même panier et ça aide beaucoup, je trouve. Je me suis vraiment sentie pousser des ailes en étant à chaque fois avec des entrepreneurs, tu vois, ça m'aidait même en rencontrant des fois d'autres, tu sais, des fois tu peux être invité dans des cercles entrepreneuriales, etc. Il y a une fois, au tout début, ça m'a, waouh, ça m'a marqué. Tu vois, quand on parlait de tout à l'heure, d'être sur les réseaux, de se montrer, de parler, etc. Et bah, au tout début, j'ai été invitée dans un cercle d'entrepreneurs, mais un gros truc, tu vois, mais juste en tant qu'invité. Et en fait, je ne savais pas. Ils étaient 200. Et les nouveaux devaient se présenter devant 200 personnes. J'étais timide à l'époque. En plus, quand t'es pas préparée. Ah, j'étais pas préparée. C'était le matin, il était 7h du mat. On me dit, tu prends le micro, tu te présentes, tu te lèves. Et 200 personnes quand même. 200 personnes et 200 entrepreneurs, la plupart ils chiffraient sur des millions, tu vois. Donc c'était quand même, il y avait la directrice d'un aéroport, tu vois, il y avait des gens comme ça, j'étais en mode oh. Et moi j'étais là genre bonjour, je suis créatrice de voyage sur mesure. Ce truc était à peine abouti, j'étais en mode oh mon dieu. Et, mais ça te motive de fou, tu vois. Et ce qui est pousse en fait à de fou. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à la fin ces gros entrepreneurs sont venus me voir parce qu'ils étaient intéressés par mon business, quoi. Ouais. Et ça c'est fou. Donc ouais, la solitude je l'ai pas eu, mais c'était plutôt les moqueries, moi. Les moqueries, ouais. Ça a été vraiment ça. Encore une fois, faut s'entourer des personnes qui croient en ton projet. C'était quoi ton premier échec? Il ressemblait à quoi, le tout premier? Ça, tu vois, ça, je trouve que c'est une question super intéressante parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a que des leçons. Exactement. Genre, là, tu me dis ton premier échec. Tout bêtement, j'ai envie de te dire, le jour où j'ai pas réussi à closer un client. Mais c'est pas un échec, c'est normal. Non, parce que t'as appris quelque chose et tu as su ce que t'as fait de faux pour faire juste la prochaine fois. Exactement. C'est pour ça que, en fait, si déjà tu pars avec cette croyance que dans l'entrepreneuriat, il y a des victoires et des échecs, tu pars pas avec le bon mindset. T'as pas compris que en fait l'entrepreneuriat c'est juste une aventure où tu vas apprendre. Des fois tu vas moins réussir que ce que tu aurais cru, mais il n'y a pas d'échec. En fait j'ai envie de dire le seul échec que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas t'accrocher et abandonner. Exactement. Pour moi c'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, alors on peut appeler ça des échecs dans le sens parce que t'es déçu, t'as pas réussi à faire quelque chose, mais j'ai plus appris de mes échecs et des choses que j'ai fait faux. Autant avec moi que chez mes premiers clients, je veux dire, alors j'ai pas fait des trucs faux, mais dans le sens où tu te dis maintenant, moi j'aurais dû faire différemment, plein de petites choses, des choses futiles, et ça aurait peut-être pas changé la finalité, tu vois. Mais vraiment ouais, comme tu dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Le pire échec, c'est si vraiment tu as un projet qui te tient à cœur,
de pas oser te lancer, soit par peur. Je sais à quel point c'est compliqué, hein. Si vous écoutez, vous sentez pas seul, mais de quand même se lancer, de quand même se dire ok, j'ai peur, je me sens pas capable, j'ai l'impression de pas avoir les capacités, notre potentiel, c'est le potentiel même qu'on a aujourd'hui, c'est que le 1% de ce qu'on va avoir dans 5 ans, dans 10 ans. Donc peu importe la peur, le pire c'est de pas se lancer, de pas oser le faire. Ouais, la vie est trop courte, la vie est trop courte, c'est vraiment ça. Même, tu vois, ce que je dis à mes élèves quand ils ont leur premier client, parce qu'on les accompagne dans leur premier dossier. Et moi, j'aime bien, c'est quand ils ont des dossiers compliqués au début, tu sais. Parce que j'ai des élèves qui ont de la chance, qui ont que des dossiers faciles, qui ont que des clients faciles, donc ils closent, ils closent, ils closent. Et quand ils se retrouvent face à un client compliqué ou un cas compliqué, que sais-je, et ben c'est là où souvent ils vont beaucoup plus galérer que ceux qui, dès le départ, ont eu alors, comme ça parle de voyage, moi, je veux dire des voyages de dernière minute, tu vois, c'est compliqué à closer. Ça peut être des gros groupes aussi, c'est compliqué, ou des clients très exigeants. Enfin, mais en fait, c'est bien d'avoir des cas compliqués au début, tu vois, d'avoir des clients compliqués parce que ça te forge tellement. Et après, mais t'es invincible en fait. Donc, c'est encore mieux. Moi, je leur dis à chaque fois, je suis contente. Quand on me dit, oh Julia, j'ai mon premier client est compliqué, je dis, ah, c'est bien. Ah, oui. De ça, je suis encore derrière toi pour t'aider à apprendre tous les petits leviers, les trucs. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est ça, moi je suis à fond en mode, ah, c'est bien, tu vas apprendre. On va te closer, t'inquiète. Non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des moments où t'as pensé à abandonner? Au moins 10 000 fois. Je pense, on va pas se cacher, hein, dans le podcast où on dit la vérité, les bons comme les mauvais, au moins 10 000 fois, dans le sens où tu te remets constamment en question. Mais où j'ai vraiment pensé à abandonner, c'était suite à ma première formation. Comme je te disais, j'ai pas fait confiance aux bonnes personnes, donc je me suis directement dit, vas-y, si je fais confiance à une qui est millionnaire, qui a un gros compte, qui est partie de rien, etc., je vais réussir. En plus de ça, je me suis dit, je suis pas plus bête que tout le monde. Je vais y arriver. En plus de ça, il y avait promesse de clients à la fin, etc. La formation est idyllique. Fin de formation, toujours pas de clients. Et du coup, je me suis vraiment remise en question moi, de me dire, ben en fait, c'est pas fait pour moi. Je suis pas capable. En fait, je suis juste nulle. Et c'est là où j'ai vraiment eu cette remise en question de me dire, c'est bon, j'abandonne. Mon chéri, à chaque fois. Mon chéri qui vient me reprendre par la main et qui me dit hello. Hello, t'étais plus capable et tout. Et en fait, c'est grâce à lui que j'en suis là. Alors on va être tous, aussi grâce à moi, en fait, etc. C'est mon pilier. C'est mon pilier et je ne serais pas là à faire ce podcast avec toi à Bangkok s'il n'avait pas été là. Alors, je dis pas, on se le doit aussi à soi, à notre victoire et tout, mais ouais, c'est d'avoir un pilier comme ça dans la vie. Bah, du coup, après cette formation, où je me suis remis hyper en question en me disant, ben, c'est moi qui suis pas capable, etc. J'ai beaucoup désespéré, j'ai vraiment pensé abandonner pour être honnête pendant 10 jours, ce que j'avais pas fait depuis des mois et des mois. J'ai plus rien fait. J'ai plus posté, j'ai plus rien fait. J'étais vraiment dans un down. En plus, on était en plein voyage autour du monde, donc j'étais hyper déprimée. Je me suis dit, mais pourquoi déprimée alors que je suis là? Enfin, je me suis dit, je fais un voyage. Puis je faisais ce voyage de rêve où je me suis dit, mais mince, quoi, parce que je profite même pas, parce que je suis tellement down avec mon business, je suis tellement déprimée. Et puis après, petit à petit, voilà, mon chéri qui me remotive, je reprends du poil de la bête, etc. J'avance. Puis quand je me suis reformée, que j'ai avancé et tout, en fait, je me suis juste rendu compte que c'était pas moi le problème. Alors je dis pas, il y a plein de fois où j'ai fait des erreurs ou que j'ai fait des trucs qui n'étaient pas suffisants ou peut-être pas comme j'aurais dû faire ou avec le retour, tu te dis, ben, j'aurais dû faire différemment. Mais là, vraiment, je me suis rendu compte que c'était une formation qui était catastrophique. Je me suis rendu compte par après qu'il y avait aussi une vingtaine d'élèves qui étaient revenus vers moi parce qu'on avait contact, qui venaient toutes de cette formation, qui n'avaient eu aucun client, qui avaient dépensé aussi la même chose. Et au final, après, ça m'a un peu me dire, bah, en fait, c'était pas ta faute. Enfin, tu peux toujours faire mieux, mais tu as ce recul-là de te dire, puis en plus, je me suis reformée. Et là, je n'ai pu comparer. C'est ça, puis j'ai pu comparer. J'ai pu comparer avec une formation qui était incroyable. Ils étaient là, il y avait ce suivi-là. Et 3 semaines après, j'ai signé un client. Et un deuxième, et un troisième, etc. Alors, je dis pas, ça n'a jamais été la route toute droite, où tout se passe bien, parce qu'il y a toujours des challenges, mais ouais, la seule fois où j'ai pensé abandonner, c'était à la fin de cette formation. Après, ce qu'il y a, c'est que c'était encore la première, donc tu as cette idylle, tu es débutant, tu te dis, bon, si elle le dit, je vais y arriver. Puis en fait, le coaching, ou peu importe, il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette vulnérabilité-là, des émotions pendant le closing. Et ouais, c'était la seule fois où vraiment j'ai pensé abandonner, mais complètement. Si j'avais vécu la même formation que toi, si j'avais eu pareil, j'aurais aussi pensé à abandonner fort. Parce que quand t'as les promesses et tout comme ça, tu te dis, mais
Oui, c'est moi qui suis nulle en fait. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est super important. Je suis contente. Pour le moment, je touche du bois. Il n'y en a pas là. Là-bas. Attends. Voilà. Non, mais ouais, parce que toutes les formations que j'ai faites, elles sont ultra qualitatives. Alors, elles coûtent extrêmement cher. Ça, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est vrai que ça nous a apporté encore plus de résultats. Ça nous a appris énormément. Je dis nous parce que à chaque fois, c'est avec Alex et Adrien qu'on les fait. D'ailleurs, j'ai souvent des élèves, tu sais, qui viennent d'autres formations, qui me disent ah ouais, rien à voir ta formation par rapport aux autres. Alors moi, comme je connais pas les mauvaises formations que j'en ai pas faites, pour moi, ce que je fais, c'est normal. Mais très souvent, ouais, j'ai des élèves qui me disent ah ouais, j'avais fait une formation, je sais pas moi, pour apprendre à vendre, même pour créer des voyages, des trucs comme ça, et rien à voir avec ce qu'on fait. Ça me rassure. Même aujourd'hui, je pense que, pas que ça me suit, mais le résultat de mes clients, ça me tient mais tellement à cœur. Alors, toi, ça te tient à cœur, ça c'est sûr, parce que tout le monde, enfin, comme tout le monde, tu vas me dire, mais là maintenant, ça va mieux, parce que je sais que je peux apporter des résultats et tout, mais au départ, les premiers clients, comme j'avais moi-même vécu ce truc, je me suis dit, mais moi, c'est hors de question que je sois la personne qui vende quelque chose et qui n'apporte pas de résultat. Maintenant, ça va mieux et puis j'arrive un peu à lâcher le truc, mais au départ, c'était très maladif. Cette peur de, j'ai pas envie d'être la personne à qui j'ai fait confiance au départ, tu vois, que ça soit la situation inverse. C'était un petit peu ça, mais ouais. Quand tu as décidé de créer ta formation, tu avais déjà des résultats. Enfin, c'est parce que tu as eu des résultats que tu t'es dit ah bah je peux former des gens pour avoir les mêmes résultats que moi. Moi c'est pareil. Si en prudence des voyages ça n'avait pas fonctionné, bah jamais je me serais dit ah je vais lancer une académie pour former des gens alors que j'arrive à peine à en vivre, tu sais. Enfin, à ce moment-là, c'est les garçons qui m'ont dit mais Julia, mais tu sais vendre. Ouais, voilà, c'est ça, tu peux apprendre. Et alors, je sais pas toi, mais moi, Freedom, souvent, on me dit très souvent, pourquoi tu as créé une académie où tu formes des concurrents, tu sais? Genre, on me dit très souvent ça. Ouais, très souvent, on me dit ça. Et en fait, les gens n'ont pas compris comment ça fonctionne le tourisme et le business. C'est que, en fait, Freedom, moi, ça m'a permis de créer un réseau mondial. En fait, ça m'a permis de créer un réseau encore plus gros de créateurs de voyage avec qui je peux bosser. Tu as des experts et tout, par exemple, j'ai expert plongée, j'ai expert Grèce, expert Italie. Ton domaine d'expertise, autant dans les destinations que dans les domaines. Dans les expériences qu'on peut créer et tout. Donc, déjà, bah, ça me permet d'avoir un réseau. Et puis après, eux aussi, ils travaillent avec d'autres personnes. Donc, en fait, ça me fait que grossir. Et puis, c'est ultra important de travailler en réseau dans le tourisme, en fait. C'est peur de la concurrence. Alors oui, mais le marché est tellement grand aussi. Et de pouvoir vraiment se dire, ben, chacun peut trouver sa place, chacun sa petite signature, sa petite touche à apporter, c'est vraiment ça. Des millions de clients potentiels, c'est pas parce qu'on est 300, tu sais, que ça va changer le marché et qu'on aura plus de concurrents. Ouais, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est vous pourrez parler de concurrence quand vous serez aussi gros que Free ou Orange. Ouais. Eux, ils sont concurrents. Eux, oui, ils ont le marché, ils doivent se départager le marché entre eux. Et oui, de temps en temps, j'y arrive. De temps en temps, tu sais, qui pop. Mais aller à notre échelle, on parle pas de concurrence, là, c'est ridicule, tu vois, de dire, ah, elle va me piquer des clients. Il y a des millions et des millions de clients potentiels et ça ne fait qu'augmenter. On est encore de plus en plus sur Terre en plus de ça, de plus en plus de personnes voyagent. Pas de raison de parler de concurrence, mais c'est toujours cette peur, tu sais, de se comparer. Oui, surtout au début. Je pense que c'est peut-être pas la peur de manquer, c'est la peur de se comparer peut-être aussi. C'est dur de pas se comparer, surtout quand tu as un lien avec les réseaux sociaux, mais compare-toi avec celle que tu étais hier et pas avec les autres parce que peut-être qu'une personne, bah, tu vois, toi ça fait par exemple 4 ans, moi ça fait 2 ans, enfin tu vois, même là, tu vois, tu peux pas forcément une personne qui ça fait 10 ans ou 3 mois, enfin compare-toi avec où tu as démarré, comment tu as démarré et juste dis-toi à quel point genre bah, tu es capable, c'est vraiment ça. Je leur dirai ça la prochaine fois. C'est par quoi que tu as été le plus surprise? Est-ce que ça a été un peu la difficulté du business ou par toi-même? Oula, une question très philosophique. J'adore ça. Moi, je vais plutôt te dire l'inverse. Moi, j'ai été très surprise par la facilité du business. Parce que, en fait, je m'attendais à galérer pendant des années. J'avais beaucoup interviewé des entrepreneurs, surtout dans le tourisme. Très, très souvent, on m'a dit, oui, moi, j'ai mis 5 ans avant de me verser un SMIC. Enfin, tu sais, j'entendais tout le temps ce genre d'histoire. Alors, j'étais préparée à ça. Tu vois, je me suis dit, Julia, tu rentres dans l'entrepreneuriat. Ça sera pas la belle vie, t'imagines. En fait, je m'attendais vraiment à ça. Et moi, au bout de 3 mois, je faisais déjà 2 cas. Je suis tellement partie dans ma tête que j'allais galérer que j'ai été à fond. Mais genre vraiment, j'étais un requin. Rien le dit souvent aux élèves. Faites comme Julia, c'était un requin à l'époque. Et c'est comme ça qu'elle a tout éclaté, quoi. J'ai tout explosé. Ça fait peut-être un petit peu la différence, rien que dans l'état d'esprit, de partir de
ça va pas bien se passer. Bah, tu vois un petit peu le stoïcisme. Oui, Exactement, c'est ça. De dire juste manifester, c'est bon, ça va bien se passer, etc. C'est chouette, mais dans le monde matériel, ben, c'est un peu différent parfois. Et juste de partir, peut-être toi, ça a été aussi ton cas, de se dire, ben, ça va tellement être compliqué que t'étais un requin et t'es allé. À l'époque, j'en parlais à tout le monde, je cherchais les clients et tout, j'étais tellement à fond que ouais, ça. Bah du coup, ça a été facile en quelque sorte. Tu vois, c'est que genre j'ai jamais eu de vrai échec en mode pendant un an je me paye pas. Comme tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat pour surtout pour certaines personnes, ça te permet d'en apprendre plus sur toi et sur tes capacités. En fait, moi, ça a révélé des capacités que je n'étais absolument pas au courant. Tu vois, que avant quand j'étais salariée, quand j'étais étudiante, tout, j'étais dans la moyenne basse. Tu vois, j'étais pas une. Parce que tu devais pas te surpasser. Tu devais Non, pas être la meilleure. non. Du coup, tu suivais le troupeau aussi. Ouais, et puis même, moi, je sais pas apprendre une leçon par cœur et la recracher. Le droit, je suis désolée, c'est totalement ça. Oui, mais j'étais nulle, j'avais 10 de moyenne en faisant beaucoup d'efforts. Et je me souviens, ma mère qui a fait des études de droit, un jour, elle m'a aidée parce qu'elle voyait que je galérais. Et elle m'a dit, j'ai essayé de lui raconter ma leçon. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ah, c'est vraiment pas fait pour toi le droit. Elle m'a dit ça, j'étais là, genre, je sais. Mais quand t'es déjà confirmé une chose et qu'on te le rajoute, là, tu te c'est terminé. Et là, c'est ta mère, mais je me souviendrai toujours de sa tête, elle s'est décomposée en mode, ah ouais, je ne serai jamais avocate, c'est impossible. Et tu vois, j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Après, bio, par contre, j'ai tout explosé aussi parce que j'adorais, ça me faisait kiffer. Et c'était très dur, très intense. Je voyais pas mes capacités. Genre, j'ai un talent, tu sais, t'as des gens, ils ont des talents dans certaines matières. Tu sens qu'ils vont avoir un certain avenir, ouais, voilà. Que moi, on disait, c'est la petite Julia. Ouais, elle sera salariée, petit boulot. C'est tellement la différence dans le business où là, t'as eu plus de facilité. Ouais. Avant, dans ton domaine, en fait. C'est ça. Tu étais tellement à l'aise avec tout ce que tu faisais, tout ce que tu mettais en place et ton talent était là. Ton talent était là, finalement. C'est juste de trouver son talent, pourquoi on est fait. Exactement. C'était l'inconfort et quand t'es entrepreneur, tu fais toujours 1 milliard de tâches différentes, tu touches à tout. Enfin, il y a un truc qui fait que ouais, je me suis dévoilée à moi-même et je me suis surprise parce que clairement, encore une fois, tu me dirais il y a 4 ans, je suis comme ça aujourd'hui, j'y croyais pas. Au final, c'est pas toi qui grandis le business, c'est le business qui te grandit. Ah oui, totalement. Totalement. Et peu importe combien de temps tu fais dans l'entrepreneuriat, que tu continues, t'abandonnes, de toute façon, t'es pas la même personne après. Tu développes, ça te change. Ouais. Mais ça te change plus par rapport à toi-même, à la perception que tu as de toi. C'est assez fou quand même. Avec du recul, du coup, est-ce que tu referais tout pareil? J'ai envie de dire oui, parce qu'autrement, je serais pas là à faire ce podcast avec toi, à vivre à Bangkok. Mais ce que je ferais différemment dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir cette peur d'en parler autour de moi. Je sais que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup coûté au départ aussi. Si j'avais peut-être parlé de mon projet à mon entourage, beaucoup plus grand que peut-être juste ma famille, ou peut-être faire un peu plus de pub dans ma ville, dans mon village, etc., que j'ai quand même fini par faire, parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver des clients. Je pense que j'aurais pu attendre des résultats plus vite. Ça a été une des choses. Par après, je me suis dit, t'as fait comme t'as pu, parce qu'il y avait cette grande peur d'en parler, de regarder les autres. Mais c'est une des choses que j'aurais peut-être changé, de directement en parler autour de moi, de même prospecter un peu dans ma ville, parce que quand tu connais le pote d'un pote d'un pote, de toute façon, ça fait plus de confiance, etc. Et une deuxième chose, j'ai démarré CM parce que du coup, en fait, j'ai vu passer une pub de cette nana, de cette formation. Et je me suis dit, vas-y, let's go, je me lance là-dedans. C'est un peu ce truc que j'avais trouvé. Et quand je me suis lancée, je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie, j'adore ce projet, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas fait forcément pour moi. Même si j'adore mes clients, j'ai encore des clients à l'heure actuelle dans le community management. Mais comme je vais aussi à distance, il n'y avait pas ce truc d'être à l'intérieur de l'entreprise, de profiter. C'était beaucoup de planification, organisation. Et je pense que le truc que j'aurais peut-être dû faire, c'est de me poser les bonnes questions sur ce que j'ai envie d'entreprendre. Peut-être aurais réussi à trouver les réponses aussi à l'époque. Non. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un truc auquel je tiens avec mes élèves et que je fais en tout début d'accompagnement. J'appelle toujours de trouver son petit feu intérieur. De vraiment se poser les bonnes questions pour être sûr que le projet que tu construis aujourd'hui, c'est un projet qui part de toi, de qui tu es, de ta mission de vie. Et comme ça, ta vision en fait que tu as aujourd'hui, ça sera la même que tu auras dans 10, 20 ans. Alors je dis pas ton business il va évoluer, parce que tu auras d'autres offres, tu auras d'autres choses, mais de pas partir dans quelque chose par précipitation juste parce qu'il faut trouver quelque chose et que tu as envie de faire de l'argent en ligne. Non, prends le temps de te poser les bonnes questions.
Donc, je dirais que ce sera ces deux choses, ouais. Peut-être d'en parler plus et de vraiment poser les bonnes questions par rapport à qui j'ai envie d'aider, de quelle manière, etc. Ouais, c'est un petit peu ça. Voilà, on en vient à Bangkok. Bah, dis-moi, pourquoi Bangkok? Est-ce que c'était un choix stratégique, choix coup de cœur? C'est quoi qui vous a amené ici? Je crois que je te l'avais raconté en plus. Ouais. Ouais. Ni l'un ni l'autre. C'est un peu bête, j'ai envie de dire. C'est qu'avant, on est parti vivre à La Réunion. Et au bout de 7 mois, on en a eu marre. Moi, ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais fait La Réunion au total. Adrien, bon, les randos, c'est pas non plus trop son truc, moins que moi, comme j'ai pu t'expliquer. D'ailleurs, c'est sur ma chaîne YouTube, l'imprudente Julia, on le voit en train de clamser dans une des randos. Hein. Donc, ouais, on en avait marre. On voulait partir, et puis La Réunion, ça reste la France. On voulait tester autre chose. Alex, lui, il s'était expatrié à Bali. À la base, on s'était dit, bah, go le rejoindre à Bali, ça sera plus simple. Sauf que Bali ne prend pas les chats, enfin les animaux. Alors, il y a des gens qui font quand même passer leurs animaux illégalement par la voie terrestre, sauf que s'ils chopent ton animal, ils le piquent. Hors de question, hors de question, c'est mon bébé d'amour. Donc on s'est dit, bon bah Bali, non, tant pis. Et donc en fait, depuis La Réunion, t'as des directs depuis la Thaïlande, enfin jusqu'en Thaïlande. Ouais. Donc on s'est dit, bah vas-y, moi j'avais fait le Japon, la Malaisie et le Vietnam, j'avais bien aimé. Donc je savais que j'aimais bien l'Asie et bah, on a pris un aller simple avec le chat. Et en fait, gros coup de cœur, ouais. Énorme coup de cœur, surtout que bah, c'est un peu l'opposé de La Réunion, Bangkok, où t'as de la vie, là, il se passe tout le temps plein de trucs, il y a plein d'événements, c'est la ville. La Réunion, c'est la nature, c'est chill, c'est voilà, tout ferme à 18h, il y a beaucoup de bouchons. Ici, contrairement à ce qu'on peut croire, les bouchons, franchement, ça va. Ah bah, viens à La Réunion. Okay. Ah, rien à voir. Je peux pas imaginer alors. C'était, mon Dieu, c'était horrible. Même rien que pour aller à l'aéroport le jour même, qu'est-ce que je stressais. Il y a une fois, on voulait aller à Saint-Denis, on a dû faire demi-tour tellement qu'il y avait de bouchons, quoi. Ouais. Genre, impossible que là, franchement, ça va en Bangkok. Ouais, alors, c'est clair. Ça dépend les heures en plus. Oui, ça dépend les heures. Mais non, Bangkok, ça s'est bien fluidifié. Et je connais des gens qui sont là depuis 20 ans et ils trouvent que Bangkok, c'est beaucoup mieux qu'avant. Okay, donc, ouais. Pour ceux qui sont venus il y a longtemps à Bangkok, ça a bien changé. Et depuis le BTS. Ouais, depuis la création. Ça aide énormément. Ah oui, oui, énormément. Gros changement et. Beaucoup de cœur finalement. Oui, énorme. Mais parce que nous, on est des citadins. Moi, je me verrais jamais vivre à la campagne, par exemple. Ah ouais, non, je peux pas. Pour des vacances. Pour des vacances, il n'y a pas de souci. Mais après, j'ai besoin de la ville. J'ai besoin d'avoir. Si je veux faire du karting, je vais faire du karting. Si je veux aller à l'hippodrome, je vais à l'hippodrome. Même les services, tu veux manger à 3h du mat, tu peux manger à 3h du mat. Enfin, c'est quand t'es entrepreneur et que t'as un style de vie qui est un peu, qui part dans tous les sens, on va dire, où ton emploi du temps c'est jamais le même. Une ville comme Bangkok, c'est le paradis. Ah mais oui, c'est ça. Je trouve aussi, nous c'était aussi un choix coup de cœur, c'est que quand on est parti, on savait pas vraiment où on allait s'arrêter. On s'est dit dès qu'on a une ville coup de cœur, on s'arrête. Ah ouais. C'était un petit peu ça, mais on pensait à Bali d'abord parce qu'il y avait un peu cette idylle de Bali, digital nomade, etc. Mais finalement, Bangkok, bon, déjà parce que les gens sont incroyables, ils sont tellement bienveillants. Je parlais des Thaïlandais. Toi aussi, t'inquiète pas. Tellement bien accueillis et comme tu dis, tout à disposition. Et en plus de ça, nous, l'avantage, c'était aussi d'abord coup de cœur, mais après quand même stratégique. On s'est dit par après, comme on venait de lancer nos business, du coup, quand on est arrivé, lancer un business en Europe avec les prix de l'Europe ou lancer un business avec les prix ici, j'avoue que ça a été aussi, parce qu'on voyageait aussi beaucoup, mais c'était aussi un avantage parce qu'on voyageait en même temps, on a fait ce tour un petit peu de l'Asie. Mais c'était un avantage aussi stratégique au départ, comme on se lançait, qu'on gagnait pas forcément encore, qu'on n'avait pas de clients. C'était aussi un petit peu le plus de se dire, voilà, niveau financier, ça nous a aussi aidé. Ça, c'est vrai. Moi, au début, je pensais aussi, par rapport à Bangkok, en fait, je me rends compte que je dépense presque plus qu'en France ici. Ouais. Quand tu veux vraiment du bon service, aujourd'hui, Bangkok, c'est cher quand même. Alex, là, qui est en ce moment à la maison, il hallucine des prix ici, tu vois, par rapport à Bali, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mais vraiment, ah oui, non, mais lui, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais, vraiment, tu peux avoir des restaurants haut de gamme à 2 € le plat. Ouais. Bangkok, si tu veux un restaurant de gamme, bah tu payes le prix français. Et après, je trouve ce qui est bien aussi avec Bangkok, c'est le décalage horaire avec la France. Alors je sais pas toi, mais moi j'adore parce que ça me permet d'avoir toute ma matinée pour moi. Chill, je vais à la salle de sport. Là ce matin je suis allée chez mon couturier prendre mes petits vêtements. J'ai toute la matinée. Exactement. Et après on peut commencer à travailler et ça va parce que 5-6 heures de décalage c'est le maximum. J'ai déjà fait 7 heures, c'est horrible. Comme toi la même chose, je travaille le matin donc t'as ta matinée pour toi, tu fais tes trucs.
Le seul point, du coup, c'est que si par exemple tu as des coachings, des appels, suivant comment les personnes avec qui tu travailles elles-mêmes travaillent, tu te tapes des coachings ou des trucs à 21, 22 heures le soir. C'est là qu'il faut agrandir ton équipe. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais après, en soi, c'est tellement un kiff de coacher et d'avoir ce contact-là que voilà. Oui, et voilà, tu vas agrandir la team, tu auras des gens en France. Ça va tout changer. Un truc qui me faisait super peur dans Bangkok, à La Réunion, on n'avait que 3 heures avec la France. Ah ouais. Donc voilà, ça a été un petit début de décalage, mais ça me faisait archi peur. Et en fait, quand je suis revenue en France là pour la Laponie, et bah du coup, j'ai pas du tout apprécié parce qu'il fallait que je me lève à 7 heures. Parce que les gens, les gens, ils sont levés à 8 heures du mat. Et puis moi, des fois, enfin très souvent, je mets des rendez-vous à 8 heures. Donc, mais 8 heures pour moi, c'est 13 heures ici. Donc c'est parfait qu'en France, je mettais des rendez-vous à 8 heures, il fallait que je sois opérationnelle à 8 heures. J'avais plus de matinée, j'avais plus rien. Donc je suis restée une semaine en France. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop ce décalage horaire. Ou l'inverse, si d'un coup t'habites, disons, à New York, où là t'es en retard et là c'est encore. Ah oui, là c'est mauvais. Ça serait pas pour toi, non. J'aime bien le matin. Avoir ma matinée, c'est trop bien. Genre, tu fais En plus, le soleil il se lève tôt ici, il fait toujours beau. Tu peux aller te balader, chiller, prendre ton matcha. Exactement, c'est ça. Exact. Entre ce que les gens fantasment et la réalité, selon toi, ça serait quoi exactement? Alors, on va parler de Bangkok, du coup. En France, les gens, ils pensent que c'est le tiers-monde ici. Ouais. Toi aussi? Ça, c'est vrai. Et j'avais cette croyance un petit peu au départ. Alors, j'avais rien regardé avant de partir. C'était Alex qui m'avait dit, parce que lui, il était déjà venu plusieurs fois, son frère habitait là. Et du coup, il a dit, hello, regarde rien, garde la surprise. Et moi, je pensais que j'allais arriver au tiers-monde. Moi, de voir des... Exactement. Ou alors, je m'imaginais plus, tu vois, un truc comme Phuket ou Koh Samui. Enfin, un peu plus, c'est une ville, mais un peu plus petit, pas ces buildings, pas ce standing de vie quand même. C'est vrai que les rooftops ultra luxueux, je pensais que c'était qu'à Dubaï. Exactement. Et en fait, quand je regarde la ville, alors c'est hyper différent, mais ça ressemble un petit peu à Dubaï, à sa façon. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se disent parce que de la famille ou des amis qui sont venus, c'était un petit peu la même chose. Je ne m'attendais pas à avoir autant de buildings, autant des trucs. Alors, tu as de tout, hein. Bangkok, tu as la partie aussi un peu plus locale, etc. Mais tu as la partie très ville, très building, très huppé, très machin. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce truc de ce fantasme qu'on voit. Ce fantasme de croire que l'Asie, c'est encore le tiers-monde. C'est dû aussi à nos cours. Hein. Alors en Suisse, en France, je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes cours d'histoire, mais on imagine encore des villes en développement avec de la terre dans les rues, tu sais, genre où tous les scooters. Alors Hanoï, c'est encore énormément de scooters, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, mais Bangkok, non, c'est plus du tout ça en fait, ça n'a plus rien à voir. Et un autre truc aussi qui fait peur à beaucoup de gens, et ça j'ai encore eu l'exemple il y a pas longtemps, c'est de croire à manger que asiatique. C'est vraiment mon truc, mais c'est pour ça que je flippais de partir à l'étranger, parce que la bouffe française, j'adore. Et je me disais, oh mon dieu, mais bouffez pas de taille tous les jours. Non, en fait, flemme. C'est ça. Et même la chaleur. Alors bon, il y a des périodes qui sont plus chaudes, mais elle est beaucoup plus tenable que ce que j'avais en tête. Moi, je me suis dit, je suis quelqu'un, je suis une personne de l'hiver. Ah oui. J'aime pas le chaud. Je suis bien quand il fait froid. Et quand on est parti, je me dis, mais comment je vais tenir? Et au final, je pense que le corps s'habitue aussi, mais c'est beaucoup moins chaud, beaucoup moins humide que ce que je pensais. Tu te définirais maintenant comme une personne différente? J'ai fait sur mon Insta Travel Coach, j'ai fait la trend 2016-2026. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, où tu fais semblant de parler à ton ancien toi. Cette trend représente totalement, oui, l'ancien et le nouveau moi. Mais je pense que même mon ancien moi pourrait pas comprendre certains de mes choix, pourrait pas comprendre mon côté bling bling que j'assume totalement maintenant. Moi, j'adore les rooftops, les villes, les bâtiments. Moi, ça, je sais pas, ça me met en transe presque. Tu vois, ça me donne des ailes. C'est une facette que je pensais qui n'existait pas chez moi. Ouais, en changeant d'environnement, de style de vie, je me suis découverte vraiment qui j'étais. Et toi? La même chose, complètement différente. Mais c'était un petit peu l'inverse. Moi, j'avais peur de perdre mon confort. Alors, jamais vécu dans un château, hein, mais tu vois, ce confort d'être... non, c'est pas le cas. Mais tu vois, ce confort d'être à la maison, d'avoir son chez-soi, etc. Bah, en fait, je me suis plutôt découvert que j'avais besoin de moins de choses que ce que j'avais. Moins de confort, plus de vivre plus simplement. Et ça, je pensais pas, c'est une facette de moi que je pensais que j'allais pas y arriver. C'est l'inverse chez toi, mais du coup, j'avais très peur en partant en voyage et en me lançant là-dedans, en me disant, mais je vais me sentir mal là-bas de pas avoir peut-être bon, ce confort, je veux dire, de classe moyenne, mais tu vois,
de son chez-soi, de boire l'eau du robinet, d'avoir, tu vois ce que je veux dire, vraiment ce truc, ce confort-là, enfin qui peut paraître basique, mais ça m'avait beaucoup stressée. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai une facette de moi qui aime vivre beaucoup plus simplement, peut-être, sans se poser de questions. Je me suis découvert un côté plus simple que ce que je pensais. En fait, je pense que c'est pas plus simple. Je pense que tu t'es découvert un côté plus adaptatif. Tu vois ce que je veux dire? Où tu te rends compte qu'en fait, tu peux t'adapter beaucoup plus facilement à plein de situations différentes, en vivant ailleurs, en changeant toutes tes habitudes. C'est ça. Ouais, et ça, moi aussi, je pensais pas l'avoir. Mais je pense que tout le monde a ça. Il y a une croyance que tu avais avant et que tu trouves ridicule aujourd'hui. Je pense la croyance, surtout dans notre domaine, c'était qu'il faut avoir des qualifications. Tu vois, limite un papier reconnu par l'État pour te lancer dans un projet. Alors je dis pas, il y a certains domaines, tu pourras pas te lancer là-dedans parce que ça a trait à peut-être la psychologie, la nutrition, et de avoir cette croyance de il faut aussi que je sois une experte avant de me lancer. Non, t'apprends en le faisant. Et ça, je pense, c'était la croyance que j'avais et c'est ce qui m'a bloquée de me dire mais je suis qui pour me lancer? Alors qu'au final, tout le monde départ du même point. Et c'est un peu cette croyance-là, ouais, de se dire je suis pas assez prête, il faut d'abord que je sois prête avant de me lancer. Ce qui est totalement faux parce que tant que tu te lances pas, t'apprendras rien. C'est un petit peu comme les études finalement, j'ai fait 7 ans de droit, j'ai mon papier, mais je suis pas sûre d'être plus qualifiée que pour ce que je fais à l'heure actuelle. Enfin, finalement, c'est la théorie, ça reste des cours. Il n'y a pas de pratique là derrière, il n'y a pas de cas client, il n'y a pas de confrontation au marché, il n'y a pas de réalité. Et du coup, juste d'aller te confronter au marché, de te confronter à la réalité, t'apprends beaucoup plus. Mais pour ça, faut juste le faire. Et le faire cette croyance de faut être prête avant de commencer. C'est ça. Toi, t'avais une autre croyance? Bah, en vrai, j'avais pas d'idée. Et je trouve que cette croyance, c'est totalement vrai parce que, comme toi, j'ai fait, du coup, 9 ans d'études. En pensant, en étant persuadée qu'en effet, il faut ce fameux papier, ce fameux diplôme, cette certification pour être expert de machin. Et d'un coup, tu sais, comme si le fait d'avoir le papier, tu allais avoir toutes les compétences nécessaires qui va avec, alors que pas du tout. Et alors, je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on est trop attaché à ce délire de vouloir absolument le diplôme, machin, alors qu'en vrai, quand tu regardes la plupart des gens qui ont des diplômes, alors déjà, aujourd'hui, on aime des diplômes, ouais, voilà, on peut les acheter, clairement, ça ne vaut plus rien. Et en fait, les gens qui ont masse de diplômes, c'est souvent les plus compétents, en fait. C'est ça. Et moi, ce que j'ai vu, en tout cas, de mon expérience dans l'entrepreneuriat, c'est que la plupart des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont été mes mentors ou qui le sont encore, c'est que des gens qui ont soit arrêté leurs études, soit n'en ont pas fait, et en tout cas ne se servent absolument pas de leur diplôme. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai 2 bacs, j'ai une licence en bio, j'ai un master en urbanisme. Ça ne me sert absolument à rien. Par pouvoir te citer l'espèce d'araignée que t'as devant toi, la bio, ça ne sert pas à grand chose. Et aujourd'hui, je savais pas qu'en Suisse, vous étiez aussi très, très je pense, après, je viens d'une petite région basée aussi sur la sécurité de l'emploi, mais qui est très poussée, en fait, dans ce chemin il faut faire des grandes études. Parce que sans grandes études, tu n'auras pas forcément un bon job. Quand ils disent bon job, c'est bon salaire. C'est très poussé de faire des études. Quand on finit le collège, en tout cas, si tu as les capacités de faire l'université ou quoi que ce soit, on va t'inviter en fait à vraiment le faire parce que quand on a un bon papier, quand on a un truc, on arrive à avoir un bon job. Que t'es quelqu'un, que t'as un peu ce statut-là de personne qui est stable. C'est ça. Exactement, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est surtout les anciennes générations qui pensent comme ça parce qu'à leur époque, ça marchait. À leur époque, avoir le bac, genre ma mère, c'était très compliqué d'avoir le bac. Mon père n'a jamais eu le bac, ma mère l'a eu, elle a bossé comme une malade pour l'avoir. Quand j'ai passé le bac, j'ai bossé une semaine avant pour l'avoir, donc ça n'avait rien à voir. Et pareil, les études supérieures, faire des études supérieures à l'époque, c'était le truc, voilà. Ouais, aujourd'hui, faire des études, c'est devenu la norme. Et en fait, ça vaut plus grand chose. Et t'as énormément, malheureusement, d'études qui servent pas à grand chose et qui t'amènent avec 0 débouché à la fin. Ah bah oui, dans certains domaines. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai bifurqué dans tous les sens. C'est qu'en fait, à chaque fois que je faisais un truc, je me rendais compte que ça allait mener à rien. Et du coup, je cherchais d'autres études qui allaient potentiellement me mener à quelque chose, au moins avoir un travail. Sauf que c'est très très compliqué. Donc ouais, je suis d'accord que c'est vraiment une énorme croyance. Croire que voilà, dès que t'as... Moi j'ai même un certificat d'entrepreneur. Hein. Ça vaut rien en réalité, tu vois. C'est pas ça qui montre que t'as des résultats pour non. tes clients. Absolument pas. C'est le terrain qui le prouve. Si t'arrives à accomplir avec tes élèves, avec tes clients, etc. C'est que ça. Ouais. Exactement. Et l'expérience, et c'est ça qui va montrer que tu es experte. Et oui, et croire aussi que t'es experte, enfin tu dois être experte pour te lancer, c'est faux.
Tu peux pas, ça n'existe pas en fait, ce système-là n'existe pas. Il n'y a pas un seul expert qui se dit c'est bon, je suis assez expert, maintenant je peux me lancer. Genre, c'est pas possible. Si on revient un peu du côté business, du coup, c'est quoi la plus grosse erreur qu'on peut faire quand il se lance? Pour moi, la plus grosse erreur, c'est de croire que, encore une fois, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux surtout qu'on a cette croyance que tu peux te lancer comme ça, sans rien, sans être formé, à la volée. Moi, je le vois beaucoup dans mon domaine, parce que créatrice de voyage ou travel planner, c'est un métier d'indépendant où t'as pas d'études, t'as rien, tu vois. Genre, tu peux te lancer en tant que freelance comme ça, du jour au lendemain. Tu peux dire, vas-y, je suis travel planner et voilà, c'est parti, quoi. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans ce domaine, t'as plus de 90% des gens qui n'en vivent pas. C'est parce que comme ils ont cette croyance, et ça s'élargit à beaucoup de domaines dans l'entrepreneuriat en France, les gens se lancent, ils n'investissent ni sur eux, ni d'argent. En fait, ils pensent qu'en quelques mois, ça va le faire, ils vont trouver des clients, ils vont faire un réseau, etc. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense qu'il faut avoir vraiment des mentors dès le début. C'est ça, Tu peux pas, voilà, tu peux pas rien faire. Moi, j'ai toujours eu des mentors, toujours, et j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est super important de toujours se former. Et en fait, moi, ce que je remarque en France, c'est vraiment cette croyance de dire, c'est bon, je vais monter mon business. Le pire, c'est quand tu veux faire un business physique. Allez, je me lance comme ça, je vais faire mon étude de marché, mon business plan, c'est les gros mots là qui font très carré quand tu démarres, et de se lancer comme ça sans rien. Et ça, t'es sûr que tu vas te planter en fait. Et le plus grand nombre de profils que j'ai rencontrés, et ça va directement dans le sens que tu dis, et c'est pas à tort au départ parce que tu as cette idée-là, mais c'était je vais quitter mon job, prendre le chômage, et comme ça je sais pas combien de temps ça dure exactement, je vais pas dire de bêtises, mais disons j'ai 6 mois pour vivre de mon business. Et cette idée-là est comptée là-dessus pour vivre, mais en fait quand tu gagnes très peu par mois parce que du coup tu as le chômage ou le RSA ou peu importe, tu peux pas investir à côté sur toi dans quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a vraiment cette idée, et je te dis pas combien de profils j'ai vu passer, que j'ai eu contact avec, où c'était chaque fois la même chose. J'ai le chômage, j'ai le RSA, je me laisse 6 mois pour vivre de mon activité. Et en fait, ce genre de personnes, mais je les retrouve au même endroit 6 mois plus tard. Et du coup, là, en fait, c'est totalement différent parce qu'il y a même plus j'ai 6 mois pour y arriver. Il y a cette corde au cou de où ils reviennent et ils se disent là, je suis dans la misère, dans la merde, exactement. Il faut que tu m'aides. Et il y a cette urgence-là. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'ils vont vraiment faire quelque chose. Et c'est là que tu investis. Mais en fait, comme t'as plus d'aide, t'as plus de taf, finalement, ce que tu dois refaire, c'est retourner dans le salariat, ce que t'as pas envie de faire. Tu retrouves pas forcément un job qui te paye bien ou que t'aimes quoi que ce soit. Donc vraiment, si tu hésites à te lancer et que tu écoutes ça, vraiment juste prévois un truc où tu peux te faire accompagner, où tu peux être drivé par quelqu'un qui vit déjà de son activité, peu importe le domaine où tu es, mais pas de te dire je vais y arriver toute seule. Alors, je dis pas, il y a des personnes qui arrivent tout seules. Mais quand même entourées. Il y a un frère, une tante, une cousine qui est dans l'entrepreneuriat et qui les aide ou qui leur dit fais pas ci, fais pas ça. C'est très dur sinon. Quand tu es seul, que tu n'as aucune connaissance, et quand je dis aucune connaissance, ça peut être que ton domaine, tu as étudié, je sais pas, le business management, et là, du coup, tu peux te lancer un petit peu, mais quand tu n'as aucune connaissance, de croire à cette idée que tu vas y arriver. Même pour ceux qui écoutent et qui hésitent à se lancer parce que ils ont un travail à côté, qui sont en études ou ce genre de choses, il faut pas croire que il faut attendre la fin d'un cycle, la fin de tes études, la fin de ton CDD ou ce genre de truc pour te lancer. Bien au contraire, c'est déjà avant qu'il faut se lancer. Ouais, pendant. C'est pendant. Exactement. Alors oui, ça sera du travail en plus parce que tu as des trucs à côté à faire, mais beaucoup passent par là. Moi, je suis passée par là. Quand me suis lancée, j'avais donc mon alternance d'un côté qui se passait très mal. Donc voilà, ça me pesait quand même beaucoup. J'avais le master de l'autre. Forcément, je travaillais énormément, mais j'ai pas attendu d'avoir fini mes études. J'ai pas attendu d'avoir un CDI. J'ai rien attendu. Je me suis dit, il y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est à toi de le provoquer. Et en plus, voilà, quand t'as cette sécurité finalement d'avoir un petit peu de rentrée d'argent, là, j'étais payé 700 €, donc c'était pas énorme, mais ça me permettait quand même, voilà, d'avoir une rentrée d'argent. Je me suis lancée. Et vraiment, ça, moi, c'est un truc que je vois très souvent, c'est que les gens, très souvent, ils attendent, ils se disent, oui, mais pas maintenant, parce qu'il y a ci, parce que la vie, il y aura toujours quelque chose, en fait. Tu seras toujours occupé dans ta vie. Donc, il n'y a pas de bon moment, ça reste une décision. Je me rappelle d'une élève où justement, elle avait un petit peu repoussé en disant ce mois-ci, il y a X, Y chose, on a repoussé un mois. Et le mois d'après, il y a sa voiture qui a pété. Enfin, tu vois, il y a jamais, c'est qu'une décision. Il n'y a qu'une décision. Et comme tu dis, de garder le salariat ou les études, ou en tout cas cette stabilité, ou peut-être un travail que tu as à côté, mais garde-le le temps de te lancer. Ça t'apporte cette sécurité-là. Et bon, je sais à quel point c'est compliqué. Comme toi, j'avais
Au départ, C'est temporaire. c'est ça, c'est temporaire. Il faut juste le voir comme ça, c'est temporaire. Je finissais mon master, j'avais mon travail de master à rendre, j'avais mon travail à côté. Je travaillais pour un avocat quand j'étais en Allemagne et que j'ai lancé mon business. Et il y avait énormément de choses à faire, mais c'est ce qui m'a permis, on va dire, quand même, finir mon papier, avoir un petit peu d'argent, de pouvoir économiser, etc. Et c'est ça qui a fait la différence, de pas se dire je quitte tout. Dernière chose sur cette question, on va dire une grosse erreur que font les gens, c'est vouloir absolument compter sur des aides comme le CPF ou ce genre de choses pour se lancer dans l'entrepreneuriat spécifiquement. Parce que CPF, moi je sais pas, j'ai jamais utilisé, je sais même pas trop ce que c'est. Je pensais que c'était une arnaque à la base, donc j'ai rien compris à ce truc. Mais de ce que j'ai compris, ça te permet quand même d'accéder à des formations en tant que salarié. Je pense qu'en tant que salarié, ça doit apporter des compétences. Pour l'entrepreneuriat, si tu pars déjà avec ce mindset de se dire je vais compter sur des aides, sur, je sais pas, CPF ou sur d'autres cagnottes ou ce genre de choses pour éviter d'investir, bah en fait tu pars déjà avec un très mauvais mindset et t'as pas compris dans quoi, voilà, tu sais pas dans quoi tu t'embarques là si tu penses comme ça. Et tu vas forcément te ramasser et ça va forcément te faire mal et tu vas forcément abandonner parce que tu pars pas du tout sur des bonnes bases. On va pas se mentir, mais si tu veux vraiment vivre correctement et vraiment un petit peu se caler, c'est que c'est pas une formation qu'il te faut. C'est une, deux, trois, alors pas peut-être que deux te suffiront, mais on va dire t'évolues constamment, donc tu as chaque fois des nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pas en te disant bah je vais faire cette formation, je l'investis pas parce que c'est je sais pas qui c'est qui me la paye, etc. Ouais. Et puis ça suffira. C'est pas le bon mindset à partir parce que tu verras que tu vas en constance finalement investir. C'est vraiment ça. Le conseil que tu aurais aimé recevoir à tout début avant de te lancer. Alors, le conseil, le truc, l'erreur que tu as fait, voilà, qui t'aurait peut-être plus mieux drivé. Je pense que de me renseigner sur les personnes à qui j'ai fait confiance. Tu démarres, que tu es encore dans cette idylle de je vais gagner de l'argent. En plus, moi limite le closing, je savais pas ce que c'était, mais je me suis fait avoir comme une débutante. Je suis quelqu'un de super émotionnel quand je suis en closing, mais maintenant quand je reprends une formation, je me dis toujours hello, on se calme, on prend son temps. Et puis en fait, comme je t'ai parlé de cette solitude au départ, alors j'avais mon chéri, mais lui il parle pas français, du coup je pouvais pas forcément, tu vois, lui montrer les trucs. Il y avait en plus énormément de bons témoignages, etc. Et c'est un peu ce conseil. Fais attention à qui tu fais confiance, de te renseigner un petit peu plus, de regarder est-ce que la personne elle-même, elle est présente dans l'accompagnement. Parce que moi, c'était un accompagnement. La personne qui vendait, elle était même pas là. Elle est millionnaire à Dubaï, elle laisse tomber, même pas présente. Puis un suivi, un truc concret. Je pense qu'au départ, ça m'aurait aidé. Bah, toi, dis-moi aussi du coup le conseil. Le conseil que je me donnerais, c'est pareil comme toi, croire en moi. Dans le sens où, comme je disais, pendant très longtemps, comme toi, j'ai jamais été la fille très populaire. Voilà, j'ai jamais été le leader d'un groupe, par exemple. C'est toujours été dans les suiveurs un petit peu. Et on m'a toujours plus ou moins fait comprendre que vraiment l'expression la petite Julia, je l'ai entendue beaucoup de fois. Mais tu sais, c'est presque rabaissant. Dire ah ouais la petite là, tu vois, qui va pas faire grand chose de sa vie. C'était un peu ça. Et inconsciemment, ça m'a quand même bien marqué. Et ça m'a énormément fait croire que j'y arriverais pas ou que j'arriverais pas à faire des choses de dingue dans ma vie. Et ça m'a créé énormément de croyances limitantes et qui ont été très difficiles à casser. Un truc que j'apprends énormément à mes élèves à Freedom, c'est le syndrome de l'imposteur. J'appuie énormément dessus simplement parce que je l'ai eu pendant très 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 longtemps. Il est dur, il est très très dur. Oui, il est présent, oui, tout le temps. Et maintenant, je pense que ça va en vrai. Je pense que je l'ai plus. Peut-être encore un petit peu forcément, mais oui, voilà, un autre niveau. Mais ça, ce syndrome de l'imposteur, ça a été ma plus grosse faiblesse au début. Ça a été à cause de tout cet historique, du fait qu'on m'a toujours dit que j'étais moyenne, que je n'étais pas, voilà. Tu m'aurais vu au lycée, t'aurais jamais parié sur moi pour devenir entrepreneur. Par contre, il y a d'autres personnes, t'aurais 100% parié sur eux. Et finalement, ça a été l'inverse. Ouais, c'est vraiment ce conseil-là. En fait, c'est plutôt même, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, renseigne-toi dessus, essaye de l'amadouer, voilà, vins-le au fur et à mesure, mais t'en fais pas, ça va aller. Et en fait, ça rejoint un petit peu le sujet que parlait avant, ce truc de il faut être prêt pour se lancer, cette croyance-là qu'on a au départ. Et en fait, ça va totalement en lien avec le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, il va de toute façon être là, à moins que toute ta vie, t'es quelqu'un d'hyper confiant, etc. Il l'a pas. Ouais, il l'a jamais eu. Je sais pas pour Alex. Je pense que chez les hommes, c'est quelque chose de différent. Oui. Après, Alex, avec son business, du coup, lui, il se montre pas en ligne. C'est vraiment son truc. Oui. Il est de son côté. Il est pas en confrontation avec le monde extérieur, on va dire. Il est que avec lui-même. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même un peu cette partie de cette croyance de ne te lance pas tant que t'es pas prête. En fait, ton syndrome de l'imposteur va te bouffer. Tant que tu te lances pas, tant que tu n'auras pas tes premiers clients, tant que tu vas pas pouvoir montrer de quoi tu es capable. Et en fait,
pour pouvoir le surmonter, parce qu'il sera toujours là chez tout le monde à peu près, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui l'avait pas eu, mais on l'a tous à différents niveaux. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, c'est tu peux le combattre, mais pour ça il faut aussi avancer. C'est un petit peu ça. Ouais. Et avoir le bon entourage aussi qui croit Le en bon toi. entourage, Mais exactement. en même chose, mais c'est tellement Ouais. primordial. Quelle est la phrase que tu te répètes dans les moments difficiles? J'en ai plein en vrai. Des fois, dans les moments difficiles, je me dis, dis-toi que tout ça, c'est qu'un grand jeu vidéo et qu'en fait, rien n'est réel. Mais c'est vrai, en fait, ça me permet de relativiser de fou. Mais vraiment, genre, je me dis, il y a des théories du complot qui disent que ce monde, c'est une simulation, etc. Imagine, c'est vrai, on s'en fout, en fait. Et dans ces cas-là, je suis en mode, ouais, c'est un jeu vidéo, c'est normal qu'il y ait des moments où c'est plus compliqué. Et tout de suite, tous mes gros problèmes, bah, ça devient totalement insignifiant et je suis en mode, bon, on va passer le niveau, ça va aller. C'est ça. C'est bizarre, hein, mais J'adore parce que ça permet de relativiser. Ouais. énormément. Ou alors tu regardes le ciel, comme même ma première passion c'était l'astronomie. C'était un truc, j'avais un télescope et tout, je connais le ciel par cœur, je peux te dire les constellations, genre vraiment. Ouais, je voulais être astronaute à la base, Ah ouais. sauf que j'ai le mal des transports. Ah mais moi ça a été radical. Moi tu me mettais dans un train, je vomissais, donc j'ai dit ouais astronaute peut-être pas, parce que bon là la poussée elle est violente. Mais non mais c'est comme c'est ma première passion, j'ai toujours eu un peu la tête dans les étoiles et ça m'a permis, enfin surtout dans les moments difficiles encore une fois, de regarder le ciel et de me dire mais en fait Juliette c'est juste une poussière d'étoiles, de rien du tout. Dans 100 ans, plus personne ne sera qui tu es, ben, peut-être, mais voilà, une ou deux personnes peut-être. Donc on s'en fout. Fais ta vie, kiffe, et puis c'est tout. Et voir tu sais, le ciel, le système solaire, tu te dis, mais tout ça, c'est un jeu, quoi, c'est drôle. Et je pense que c'est un peu la même chose, mais différemment. C'est-à-dire que toi, c'est par rapport au fait que voilà, on a rien à perdre, c'est comme un jeu vidéo. Moi, je suis convaincue dans ma tête que je vais mourir demain. Et je pense que ça revient un petit peu de mon papa, que du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'arrêter. Et ce truc de hello, si tu te fais renverser par un bus, que tu as une maladie qui t'arrive ou que quoi que ce soit qui pourrait t'arriver, à chaque fois que je suis vraiment en bas ou que j'ai peur de faire quelque chose, par exemple de poster quelque chose, enfin maintenant un peu moins, mais chaque fois je me dis hello, tu peux mourir demain concrètement. Parce que personne n'est immortel. En fait, juste pour ne pas avoir de regrets plus tard, fais-le. Tout simplement, fais-le. Le pire truc, c'est d'arriver à 80 ans, 80, à 81, 8 ans. et d'avoir des regrets, mais pas des regrets de vie, parce qu'au final, tu es toujours content, mais des regrets de j'aurais dû le faire. Oui, ce podcast, c'était vraiment l'idée de pouvoir apporter un petit plus à ces personnes qui peut-être viennent de se lancer ou qui ont peur de se lancer ou peu importe où tu en es dans ton parcours d'entrepreneuriat, mais juste que d'avoir des peurs, d'avoir des croyances, d'avoir des échecs, même si c'est pas des échecs, que c'est juste normal et on a envie d'apporter cette vérité-là, un petit peu qui est différente des réseaux sociaux où on voit tout le monde qui gagne de l'argent, où tout se passe bien. Au final, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est magnifique, mais il y a aussi l'envers, le décor. Moi, c'est important de le rappeler aussi. Et puis oui, parler de notre expérience parce que on est comme tout le monde et en fait, surtout nous en tant que coach aujourd'hui, on se rend compte encore plus qu'en fait, on passe tous par les mêmes phases, les mêmes peurs. Genre, vraiment, ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir peur, que vous êtes les seuls à avoir certaines croyances. On a tous les mêmes. Et vraiment, ça se voit. Moi, après avoir coaché plus de 300 personnes, c'est toujours le même schéma, c'est toujours les mêmes croyances à péter et c'est ok. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné aussi dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré de manière générale et surtout de passer à l'action. C'est ça le plus important. Passer à l'action et surtout kiffer votre vie. C'est le plus important. Kiffer la vie. Ouais, et faites des trucs qui vous font plaisir. Dites-vous que dans le pire des cas, quand tout va mal, bah, la vie c'est juste un jeu vidéo. C'est tout. Exactement, c'est ça. J'aime beaucoup cette image, on pourra conclure là-dessus. Parfait, super. Et ben, on se retrouve dans le prochain épisode. Exact. On ne sait pas de quoi on va parler. On verra. On vous apportera plein de sujets assez sympas, peut-être sur une thématique spécifique à chaque fois. Des invités, on verra. Ça pourrait être vraiment chouette. Oui. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.